Bienvenue à Micro-Info. Cette semaine, Ghislain Lévesque nous assiste dans l'impression de documents. Yves Rochefort et Luc Fortin nous présentent, comme à chaque semaine, leur sélection hebdomadaire. André Boily nous indique comment se comporter avec les techniciens informatiques. Pour ma part, je vous initierai à la construction de pages web. Tout d'abord, nous commençons avec quelques actualités. Il y a quelques mois, Kodak et Fuji annonçaient qu'une entente avait été conclue entre les différents manufacturiers d'équipements photographiques afin de standardiser une nouvelle technologie connue sous le nom de Advanced Photo System. Maintenant disponible, le nouveau standard APS devrait révolutionner l'industrie photographique. Si vous croyez qu'il s'agit d'un nouveau film, simplement, détrompez-vous, il s'agit d'un tout nouveau système. Sur le même film, vous pouvez maintenant utiliser 3 formats, 3 par 5, 3 par 6 et même 3 par 10 pouces. Avant de prendre une photo, vous spécifiez le format désiré et l'information s'inscrira sur le ruban magnétique. Au laboratoire, l'imprimante imprimera automatiquement le bon format. En plus de recevoir un index miniature au développement, vous récupérez votre cartouche car le négatif y est retourné. Cela signifie que vous pourrez facilement commander des réimpressions ou des agrandissements car le négatif demeure dans la cartouche. Aussi, les informations encodées sur le ruban magnétique lors de l'exposition permettent à l'imprimante de s'ajuster lorsqu'on a surutilisé un flash ou que l'on a commis diverses erreurs. Pour 60 à 70 $, vous vous procurez les caméras de base. Les films ne coûteront pas vraiment plus cher. La raison pour laquelle nous vous parlons de cette nouvelle technologie, c'est tout simplement parce que de nouveaux équipements photographiques pourront être utilisés avec un PC. Par exemple, un scanner devrait être disponible sous peu. Vous n'aurez qu'à insérer votre cartouche dedans pour pouvoir retravailler vos photos chez vous. Vous pourrez aussi visionner vos photos sur votre télévision afin de créer des effets de transition intéressants. Finalement, vous devriez apercevoir d'ici quelques mois des stations digitales dans les grands centres commerciaux. Ces ordinateurs vous permettront d'effectuer en libre service divers montages avec vos photos, comme un calendrier, un cadre souvenir ou même une série de photos de grandeur multiples. Pour en savoir plus, consultez les pages web de Kodak et de Fuji. Vous entendrez sûrement parler de cette nouvelle technologie aux Jeux olympiques d'Atlanta, car Fuji et Kodak ont décidé de publiciter à mort leurs produits. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait, consultez le site officiel des Jeux olympiques. Il est très bien fait. Il contient le calendrier des épreuves, les dernières manchettes. Il suit même la progression du flambeau olympique et contient beaucoup d'informations touristiques sur la ville d'Atlanta. En terminant, vous pouvez maintenant chatter en français sur Internet, c'est-à-dire communiquer en temps réel avec le programme The Palace sur le serveur web francophone intitulé Le Village. Ce n'est pas un endroit pour faire de la vidéoconférence, mais tout simplement un site attrayant visuellement et très accessible puisqu'on peut télécharger les images sur notre disque dur afin d'économiser du temps lorsque l'on discute. Au retour, Ghislain nous explique les erreurs fréquentes de mise en page. Bonjour Ghislain. La mise en page de documents peut parfois nous réserver des surprises. Par exemple, aujourd'hui, je faisais imprimer une page avec Netscape et je me suis rendu compte qu'il manquait les dernières lignes en bas. C'est dû à quoi, ça? Ce qui arrive, c'est que la majorité des logiciels, lorsqu'ils sont installés, vont prendre par défaut le format de papier A4, qui est un format de papier qui est à peu près un demi à 3/4 de pouce plus long que celui-là. Ce qui arrive, donc, il nous manque un petit peu d'espace lorsqu'on fait notre impression. Okay. Si on veut régler ce problème-là, par le bouton « Démarrer », menu « Paramètres », par la suite, les imprimantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les propriétés de notre imprimante, donc « Fichier, propriétés ». Et ce qu'on fait, c'est tout simplement de changer le type de papier, puisque le papier par défaut de l'imprimante aussi peut être du papier A4. Donc, au lieu d'avoir du A4, je m'assure que c'est du lettre US, tout simplement. Et lorsque c'est fait, je clique sur OK. Et cette sélection-là va être aussi intéressante puisque la majorité des logiciels vont aller voir ce que j'ai mis dans le gestionnaire d'impression pour savoir quel type de papier utiliser. OK. Lorsque je vais imprimer un document, est-ce que je suis vraiment obligé d'ouvrir le programme, comme mettons Word ou le programme de dessin? Non, j'ai 2 options. Je peux, lorsque j'ai un dossier, trouver mon dossier dans mon disque, le pointer, appuyer sur le bouton droit de la souris et choisir dans le menu contextuel la commande « Imprimer ». L'autre option que moi j'aime bien, c'est de prendre le dossier, tout simplement, le faire glisser sur l'icône de l'imprimante. Et lorsque je relâche, l'imprimante va démarrer l'application en question, charger le document et lancer l'impression. Okay. Comment on fait pour rajouter cette icône-là? Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de le trouver tout à l'heure dans Démarrer, paramètres et imprimante. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire glisser l'icône de mon imprimante sur le bureau.
Alors, je la prends, je la fais glisser sur le bureau et Windows 95 va me demander si je veux faire un raccourci. Je dis oui, tout simplement. D'accord. Ghislain, on te remercie. Ça va m'éviter de gaspiller mon papier. On s'amuse avec Yves dans quelques instants. Bonjour Yves. Aujourd'hui, tu nous présentes des jeux qui bougent beaucoup. Oui, plusieurs excellents jeux, des jeux dont on a déjà parlé, mais des jeux qui refont surface en version complète. Justement, Duke Nukem 3D, on avait parlé il y a environ 3-4 semaines. Oui, à ce moment-là, c'était la version qu'on appelle shareware, partagiciel, qui était sur le marché. On en avait parlé à ce moment-là, mais maintenant, la version complète est sortie avec une foule de choses en extra. La version partagiciel contenait, je crois, 6 niveaux environ. Maintenant, il y a combien de niveaux? Bon, on retrouve les mêmes 6 niveaux à l'intérieur, mais tu retrouves 2 autres épisodes avec 10 niveaux dans chaque épisode. Tu as également inclus dans le jeu les 2 premiers Duke Nukem, version complète, puis 5 autres shareware gratuitement là, que tu peux essayer. C'est présentement, selon toi, le jeu le plus hot de l'heure. Il n'y a rien de plus intéressant sur le marché actuellement, selon la demande qu'on a, selon les téléphones qu'on a. C'est la folie furieuse. C'est toujours aussi pas violent. C'est pas violent du tout. D'ailleurs, on en voit quelques extraits présentement. Puis, bon, c'est un jeu un tantinet violent, mais très plaisant. OK. Maintenant, on parle d'un autre jeu qui avait vraiment attiré notre attention là, il y a plusieurs mois, qui est Warcraft 2. Ils ont sorti un nouveau gadget. Oui, Warcraft 2 ont sorti ce qu'on appelle le Expansion Set, qui s'appelle Beyond the Dark Portal. Ça se trouve être, vite, si on met en situation, les humains repoussent les orques dans le Dark Portal, puis ils vont aller les poursuivre jusque derrière le Dark Portal. Donc, dans le monde des monde des orques. Pour la première fois, on va pouvoir voir le monde des orques. OK. Il y a combien de scénarios supplémentaires environ? OK. On retrouve à l'intérieur de ce expansion set-là 24 nouveaux scénarios qui, évidemment, est réparti entre les orques et les humains. Tu as toutes sortes aussi de choses intéressantes. Comme première mission, tu vas secourir des héros. Puis ces héros-là, tu vas t'en servir, tu vas devoir t'en servir plus tard dans le jeu. Dans d'autres missions? Dans d'autres missions, ils vont réapparaître. Puis, donc, si on les sauve pas au début, il n'y a plus moyen de se reprendre? Ah, si tu les sauves pas au début, il faut que tu recommences, si tu n'as pas le choix. OK. Maintenant, on parle d'un jeu d'arcade pur, c'est Rayman. Rayman, qui est un jeu qu'on a eu sur toutes les plateformes de jeux 32 bits, que ce soit le Saturn, le PlayStation de Sony. On avait eu ça sur plateforme. Maintenant, on vient de l'obtenir sur ordinateur IBM. Ça fonctionne sur Windows ou Windows 95, puis tout en français en passant. Puis, combien de niveaux? Plusieurs, je pourrais pas dire exactement. Il y en a... Suffisamment pour passer de belles heures cet été. Oui. Très, très bon jeu, très coloré, très, très intéressant. Est-ce que ça marche sous Windows 95? Oui, comme je l'ai dit précédemment, Windows 95 ou Windows 3.1. Ah, OK, merci. Maintenant, tu voudrais nous parler d'une mise à jour qui est disponible pour un jeu qu'on a parlé aussi précédemment. C'est ça. Pour continuer ce qu'on a fait, ce qu'on a commencé la semaine passée, les gens m'ont demandé de parler de patch, donc de mise à jour de produits. J'en ai trouvé une pour Conquest of the New World, qui répare plusieurs problèmes qu'il y avait, dont un problème où les Amérindiens participaient eux-mêmes à leur propre destruction. Alors maintenant, ça n'arrivera plus. Il y a des bugs qui causaient des erreurs CRC, ça n'arrive plus. Ils ont réglé plein de problèmes, comme ça, il y en a trop pour les énumérer présentement. Et on peut l'avoir via notre site cette semaine? Oui, via notre site cette semaine, il est disponible. Dans le sommaire des jeux. Oui. On va terminer par parler de revues. Puis aussi, je crois, d'un jeu de Super Nintendo. Je voulais seulement introduire peut-être que on vient de recevoir Super Mario RPG sur Super Nintendo. Toutes les chroniques... C'est pas mort, Super Nintendo? C'est pas mort du tout. Puis toutes les critiques se liguent pour dire que ça devrait être le dernier gros jeu, gros hit en Super Nintendo. C'est un jeu, évidemment, d'aventure, comme on parle de RPG. C'est un jeu pour les connaisseurs, un peu comme Final Fantasy ou Chrono Trigger. OK. Puis tu as amené des revues, là... Oui, toutes sortes de revues. Parce que chez Comstant, vous avez énormément de revues. Énormément de revues. On peut parler, par exemple, de PC Gamer, qui est une revue dans laquelle on retrouve beaucoup de bons articles, bien évidemment, mais aussi beaucoup de démos de jeux. On a la version nord-américaine, puis on a également la version qu'on appelle British, UK. On a également PC Review
C'est toutes des revues remplies de démonstrations. D'ailleurs, dans le PC Gamer version américaine, il y a un démo de Afterlife, c'est le prochain jeu de LucasArts. Oui, on en voit d'ailleurs quelques extraits avec... C'est quelle sorte de jeu? On dirait un simulateur. Ça peut ressembler vaguement à SimCity, sauf qu'il faut gérer le ciel et l'enfer, ce qui est assez intéressant. OK, donc les pauvres âmes, on doit les conduire vers leur paradis ou leur enfer. Yves, on te remercie. Et la semaine prochaine, on devrait parler encore de jeux là, très intéressant également. Oui, oui. D'accord. Merci Yves. Bienvenue. On dessine avec Luc au retour. Bonjour Luc. Bonjour François. Aujourd'hui, on regarde un logiciel qui ressemble étrangement à CorelDRAW. Quel est ce logiciel? Il s'agit de ABC Graphics Suite, qui est fait par Micrographics, la compagnie de graphique. C'est un logiciel qui est très professionnel et qui nous permet vraiment de ressembler beaucoup à CorelDRAW, mais à coût beaucoup moins cher. Alors, le premier programme qui est dans cette suite-là et qui est souvent le plus utilisé, c'est Micrographics Picture Publisher. Ici, j'ai ouvert une image dans Picture Publisher. Ce logiciel vient avec 3 CD. L'avantage qu'on va avoir avec ce logiciel-là, c'est comme le premier ici, Picture Publisher, c'est comme Corel PhotoPaint. C'est le même principe. Donc, on peut faire l'édition d'images, de la modification de photos, de la modification de fond ou d'items dans une photo. Donc, ce qu'on peut faire ici, exemple, j'ai pris une image, tout simplement, on peut y ajouter un contraste. Et là, on peut jouer directement, exemple, avec le contraste de la personne ou, exemple, faire des photos plus ou moins foncées. Alors, on voit que c'est très, très facile à travailler. Aussi, on peut jouer avec les couleurs. Donc, exemple, je peux arriver et dire, bon, je veux plus de couleurs, moins de couleurs, plus foncé, moins foncé. Et on est capable de modifier une photo pour ensuite l'importer dans un autre logiciel pour pouvoir, exemple, le mettre dans un texte ou, exemple, modifier une photo pour qu'elle soit vraiment adaptée plus à nos besoins. Avec Corel PhotoPaint, un des outils qui était vraiment très important, c'était le fameux masque qui nous permettait d'enlever certains éléments là, sans tout enlever. Ce qu'il a dans ce logiciel-là? Micrographics a la même chose et ça s'appelle tout simplement la baguette magique. Alors, c'est très simple à faire. Nous avons juste à sélectionner la baguette magique, sélectionner une section, de exemple, de l'œil ici, et de là, on peut arriver et modifier complètement la couleur ou n'importe quoi là, de l'œil pour pouvoir le mettre, exemple, bleu, rouge, vert, jaune. Sans avoir à modifier tout le reste. Tout le reste des images, exactement. Donc, le masque nous permet ça et c'est beaucoup plus rapide, surtout pour un ordinateur qui est lent, de processer toute l'image, juste de faire le changement sur une section de l'image. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont vraiment uniques à ce logiciel-là? Unique, bien, il y a d'autres outils qui sont très intéressants. On peut avoir la possibilité de pâlir ou de foncer une image avec le soleil et la lune ici. Alors, avec le soleil, je peux arriver et dire, bien, je vais pâlir seulement une section ici. Et plus que je vais passer, bien, plus qu'il va l'enlever. Donc, comme si c'était un reflet là, du soleil. Exactement. Donc, exemple, si quelqu'un a un reflet dans un œil, je pourrais aller le pâlir ou le mettre plus foncé. Les yeux rouges quand on a une caméra. Exactement. On peut les enlever comme ça avec un bon scanner et un logiciel comme ça. Okay. Donc, ça, c'est le premier logiciel de la suite. Deuxième logiciel qu'on a, c'est Micrographics Designer, qui est sous le même principe que CorelDRAW. Donc, on peut faire des lignes, des carrés, des formes, et de là, importer des images. C'est le même principe vraiment que CorelDRAW. C'est vectoriel? Vectoriel, donc on peut faire de l'importation vectorielle, soit avec AutoCAD, soit avec des WPG, là, que tout le monde connaît, qu'on a beaucoup de banques de clip art, ou n'importe quelle autre image, que ce soit TIFF, JPEG, PCX ou n'importe quel autre format d'image. C'est le même principe que CorelDRAW. Alors, on peut prendre des couleurs, faire des formes, dessiner là, à peu près n'importe quelle sorte de ligne et travailler avec ça aussi simple que n'importe quel autre utilitaire de dessin. OK. Comparé à CorelDRAW, bon, on sait que CorelDRAW, c'est quand même dispendieux. La version 6.0 est autour de 750 $. C'est ça. Est-ce qu'il y a une alternative, là, maintenant, avec CorelDRAW? Avec CorelDRAW, on a un nouveau programme, ou pas un nouveau programme, une nouvelle suite de Corel, qui est le Corel Graphic Pack, qui est un logiciel qui est la même affaire que CorelDRAW, sans CorelDRAW. Donc, on a tous les autres utilitaires, que ce soit PhotoPaint, Corel 3D, Corel Motion, toutes les autres présentations qui sont là, sans avoir le CorelDRAW. Parce que, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire du 3 dimensions, il n'a pas besoin d'avoir CorelDRAW. Lui, il veut juste l'aspect 3 dimensions qui est extraordinaire dans CorelDRAW. Bien, il peut tout simplement se servir de ce logiciel et qui est à coût beaucoup moins dispendieux. On parle de 150 $ pour la version complète sans mise à jour. Ce qui équivaut à peu près au coût de cette version-là? Micrographics en mise à jour comme ça est environ dans les alentours de 150-175 $. Puis Micrographics, est-ce que c'est une nouvelle compagnie ou ça fait longtemps que ça existe? C'est une compagnie qui ça fait longtemps qu'il existe. Ça doit faire environ 7 à 10 ans qu'il existe. Ah oui? Ils ont été longtemps dans le dessin. Moi, quand j'ai acheté mon scanner, il était inclus avec. Et c'était la version, bien sûr, pour Windows 3.1, il y a plusieurs années. Mais c'est un logiciel qui est perfectionné là, spécialement pour le graphique. Luc, la semaine prochaine, tu nous parles de quel type de logiciel? On va parler d'applications pour développer un petit peu sur Internet et de Windows NT qui nous a été demandé.
Merci, Luc. Et si on va avoir plus d'informations sur ce logiciel, où on peut te rejoindre? Chez Bureau en gros, à Boulevard-Le-Borneuf. Merci, Luc. Au retour, André Boily entre dans les détails de leur relation client-technicien. Bonjour André. Bonjour. Tu es technicien chez Xerox et tu nous présentes aujourd'hui un dossier sur le service informatique. Lorsqu'on place un appel de service dans n'importe quelle compagnie, combien de temps on doit s'attendre avant qu'on nous rappelle? OK. Habituellement, un client doit s'attendre à avoir un retour d'appel du technicien en dedans d'1 heure. Et tout dépendant des contrats de service, la machine peut être réparée en dedans de 4 heures et peut-être un peu plus. Si j'amène ma machine là, où je l'ai achetée et que ça prend 3 jours avant de régler le problème, est-ce que c'est normal? Pas nécessairement normal, mais des fois, ça peut l'être parce que l'entreprise de service dépend aussi du délai des pièces du manufacturier. Parce que des fois, lorsque tu amènes ta machine à faire réparer en atelier, c'est pas nécessairement l'atelier qui paye pour ces pièces-là, c'est le manufacturier de la machine. Et si c'est long à recevoir des pièces, ça va être long à le réparer. OK. On va démystifier tout de suite ça. Un technicien, ça ne cherche pas des coupables, mais bien des indices pour aider à solutionner le problème. C'est ça. Des fois, ça arrive. Des fois, j'arrive chez des clients, OK? Puis là, ils ont comme réaction de dire « Ah, ben j'ai rien fait, j'ai rien touché, puis ça marche plus. » Fait que des fois, les gens pensent qu'on cherche un coupable, mais dans le fond, c'est pas ça qu'on fait. C'est qu'on veut essayer de trouver le problème le plus rapidement possible et par la suite pour le résoudre le plus rapidement possible. Donc, on ne cherche pas de coupable. Donc, si j'ai fait un format de mon disque dur et que ça me gêne de te le dire, il faut que je le dise pareil. Oui, c'est l'idéal. Ça n'arrive pas souvent de toute façon. Mais qu'est-ce qui arrive très souvent, là, François, c'est que des fois, les clients font des ménages sur le disque dur, dans le directory Windows. Ah, ça, je n'ai pas besoin, si, ça. Puis là, à un moment donné, Windows ne fonctionne plus. Fait que la seule solution, c'est de réinstaller Windows parce que côté matériel, la machine est complètement correcte. OK. Il y a peu de problèmes qui sont réglables via le téléphone, là. Il faut souvent qu'on se déplace parce qu'au téléphone, vous ne pouvez pas tout nous dire. Non, c'est pas vraiment facile parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte qu'au téléphone, c'est pas facile de résoudre le problème. Quel conseil tu peux nous donner à nous, les consommateurs, lorsqu'on se déplace pour faire réparer nos machines afin qu'on s'entende bien avec les techniciens? C'est tout simplement, première chose, c'est de s'assurer d'une bonne entente par rapport au délai de réparation. OK? Que, premièrement, le technicien doit donner une date le plus juste possible pour lorsque la machine est prête là, pour la remise de la machine réparée. Et aussi, l'idéal aussi, c'est que le client dise exactement qu'est-ce qui se passe avec la machine. Si, mettons, il y a quelque chose qu'il pense qu'il a fait puis qu'il n'aurait pas dû faire, qu'il nous le confie à nous pour qu'on puisse voir si ça peut être causé par ça. Ce serait donc important de vraiment tout noter sur papier, les informations pertinentes? Oui, ça, c'est bien important parce qu'on sert de ça pour avancer dans la réparation. OK. Lorsque vous vous déplacez sur la route pour aller réparer diverses machines, il y a des précautions que les techniciens devraient prendre, mais que pas tous prennent. C'est quoi ces précautions-là? OK. C'est un kit antistatique, OK? Parce que, François, tu sais que dans l'industrie informatique ou électronique, il y a environ pour 1 milliard de dollars en bris causés par l'électricité statique. Chaque année? À chaque année, OK? Alors, ici, j'ai un petit tapis qui permet de déposer les plaquettes. J'ai un bracelet. Pour faire une mise au sol? Exactement. OK. Fait que qu'est-ce que je fais? Je prends une pince, je le branche sur mettons, le power supply de la machine, parce que la machine est toujours branchée dans la prise de courant, puis je vais chercher le ground. Et à ce moment-là, quand que je me branche, bien, je trouve à vider l'électricité statique sur le ground. Et à ce moment-là, il y a moins de danger pour briser, endommager des pièces. OK. Chaque technicien devrait faire ça, là. Oui, c'est ça. Moi, des fois, ça arrive que je vais manipuler des ordinateurs. Je ne mettrai pas ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'assure d'avoir une main sur le power supply, OK? Pour toujours être démagnétisé. OK? Il faut prendre ces précautions-là. Quand on travaille dans un ordinateur, moi, je ne débranche jamais la prise d'alimentation parce que le ground est sur la prise d'alimentation. Fait que c'est important de garder l'ordinateur branché. Lorsque vous branchez de nouvelles installations, quelles précautions vous prenez?
Bon, premièrement, il faut vérifier les prises de courant parce que ça peut arriver qu'il peut y avoir un problème dans la prise de courant. Ici, j'ai un petit outil, c'est un testeur, OK, qui permet de vérifier les prises de courant, voir si la connexion dans la prise est correcte. Parce que j'ai déjà vu, je connais quelqu'un qui a déjà eu un problème, il a branché des ordinateurs en réseau, une nouvelle installation, puis il a fait sauter plusieurs ordinateurs parce que les prises n'étaient pas correctes. OK, ça peut coûter cher dans ce temps-là. Oui, excessivement cher. OK, bien André, on te remercie. Maintenant, je vous montre que construire des pages web avec WebExpert n'aura jamais été aussi simple. Visicom Media a développé le logiciel WebExpert. C'est le premier partage-logiciel qui permet de construire des pages web en français. Vous pouvez vous le procurer sur leur site web gratuitement. Si vous cherchiez un outil simple pour construire des pages web, c'est vraiment l'outil qu'il vous faut. On regarde tout de suite à quoi ressemble l'interface. On commence par créer notre page web. On lui donne un titre approprié. Ici, on va taper Télémag 24, tout simplement. Et notre page sera affichée. Vous avez remarqué qu'il y a déjà des codes qui sont écrits. Ça, c'est la présentation de base. Vous avez une section où vous pouvez écrire votre nom qui vous permet d'avoir un certain copyright, une protection. Vous avez aussi un peu plus bas le titre de la page web que vous avez tapé qui est apparu. Lorsque l'on veut commencer à travailler, on s'y prend dans l'espace blanc ici. On a le mot « body ». On va écrire un texte quelconque pour les fins de notre présentation. Pour aller voir le résultat dans Netscape, on doit d'abord sauvegarder notre fichier. On lui donne un nom. Le format de sauvegarde, c'est le format HTML. Et maintenant, on enregistre. Dans Netscape, maintenant, vous allez avoir le résultat, ou dans n'importe quel autre furteur, que ce soit Explorer ou Hotjava. On voit que c'est quand même très simple. On pourrait changer les caractères, avoir des caractères plus gros. C'est ce qu'on va faire. On sélectionne la phrase qu'on vient d'écrire et dans le menu caractères, on voit H1 à H6. Ça, c'est le lettrage d'en-tête. Le lettrage H1, c'est le plus gros lettrage par défaut. On voit ici que c'est quand même trop gros. On peut resélectionner notre texte et à l'aide d'un autre menu contextuel, on peut changer la grandeur de la police. De même aussi que la couleur. On a un petit menu couleur très simple. Alors on choisit n'importe quel type de couleur, que ce soit rouge ou bleu. On va choisir bleu ici pour les besoins de l'expérience. Et on peut aussi mettre le caractère gras, etc., comme dans n'importe quel traitement de texte. Nous voyons présentement le résultat. On voit que les accents aigus ont bien paru. Ça, c'est important parce que on doit se plier à certaines règles en programmation HTML. C'est-à-dire que, bon, ici, j'ai un ordinateur qui est configuré en clavier français. Alors, je peux utiliser des accents aigus et les voir. Mais si quelqu'un aux États-Unis voulait voir ma page web et que j'ai des accents aigus, il ne les verra pas. Donc, on doit les remplacer par des caractères spéciaux. Et le programme WebExpert nous fournit un petit menu contextuel dans lequel on peut ajouter ces fameux caractères. Comme, par exemple, E accent aigu, ça correspond à IE cute. C'est un petit caractère qui, on voit ici, le résultat il demeure le même, mais vous devez absolument convertir tous vos accents de cette façon. On va ajouter maintenant un papier peint pour notre page, parce qu'un fond blanc, c'est ordinaire. Alors, on va changer ce qu'on appelle le corps de la page, le body. On peut changer le fond avec une autre couleur, comme le menu avec les caractères, très simplement. Si on prend du rouge, on voit que c'est quand même... c'est assez surprenant, mais on doit changer aussi dans ce cas-là le texte pour que ce soit plus lisible. Par contre, du blanc sur du rouge, c'est quand même lisible. On peut aussi choisir une texture qui est sauvegardée sur notre disque dur. Je vous recommande de prendre souvent une texture plus sobre qui vous permet de bien voir la page. Comme ici, on a une texture rose saumon qui sort très bien. On pourrait prendre des textures plus expérimentales, plus funky, mais regardez le résultat, on n'est plus capable de lire du tout le texte. Des textures là, psychotiques, c'est agréable aussi, pas de temps en temps, mais quand on ne peut pas lire le contenu, c'est pas très agréable. On peut aussi prendre une image qui est répétée plusieurs fois. Vous allez souvent voir ça sur des pages web. Alors moi, je vais garder la texture saumon, qui est très sobre. On voit le résultat. Je vais changer là, les caractères bleus pour des caractères noirs là, dans la prochaine section. En passant des textures, comment ça marche? C'est un petit carré, une petite image de souvent 96 par 96 pixels qui est répétée plusieurs fois. Et sur Internet, vous pouvez trouver des textures. Par exemple, WebGround, un site contient plusieurs textures, environ 600. Et vous pouvez les télécharger directement. C'est très simple. Il y a aussi Textureland qui comprend environ 200 textures, surtout des textures un peu expérimentales, anormales. Vous en avez quelques-unes à l'instant.
Ce sont des textures très originales, très colorées, très belles. Vous avez aussi Doc Ozone qui vous fournit 75 textures qui sont par contre très belles, mais aussi grosses. Alors, ça vous prend quand même une machine très rapide pour les voir. On a en terminant le Background Generator qui vous permet de faire vos propres textures à partir d'algorithmes déjà existants. Comme ici, je pourrais sélectionner différentes couleurs. Alors, je prends la texture utilisée, je vais la mettre plus rouge et vous allez avoir une texture unique que vous pourrez sauvegarder simplement. On vient dans WebExpert. On va ajouter maintenant une barre horizontale de séparation. On va mettre une épaisseur quelconque. Et ça vous permet de faire une belle présentation dans vos pages, des séparations simples. Vous allez voir le résultat, c'est très simple. Ça vous permet de décortiquer là, vos sections. Nous allons maintenant ajouter une image, car vous savez comme moi qu'une page web sans image, c'est un peu fade. On sélectionne le répertoire dans lequel est notre image. Ici, on a une boîte postale. Vous pouvez facilement jouer avec WebExpert avec la largeur et la hauteur de vos images. Vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle une bordure. Ce que ça permet de faire, c'est de bien découper votre image et de la mettre en évidence. Vous pouvez mettre une bordure plus grosse, évidemment, si vous voulez que les gens remarquent votre image. Ensuite, on choisit l'alignement de notre image pour placer. Si on veut placer du texte à côté, ici, je vais mettre un alignement à gauche. On a maintenant un beau graphique dans notre page web. J'aimerais maintenant ajouter l'adresse de Télémac 24. Je l'écris tout simplement, mais je dois faire attention à la présentation. Je dois effectuer des retours de chariot avec le petit menu en haut à droite. On voit là une espèce de petite flèche, un crochet. Parce que en programmation HTML, si vous écrivez des textes et que vous faites juste un Enter, bien le Enter n'apparaît pas dans la page web. Alors, je fais un retour de chariot maintenant pour la fin et je regarde le résultat. On voit que ça commence à avoir de l'allure. Je vais mettre une autre barre de séparation et maintenant, je vais ajouter un lien vers une autre page web. Par exemple, visiter la page de Microinfo. Alors, j'aimerais que les gens soient envoyés directement à la page de Microinfo. Je sélectionne le mot ou la phrase qui permettront aux visiteurs d'être envoyés directement au lieu déterminé. Et dans le menu « Lien externe », je vais indiquer à WebExpert l'endroit exact où il doit être envoyé. Comme c'est une page web, c'est le code HTTP que je dois employer. Je tape l'adresse de Microinfo, www.req.qc.ca/micro-info/. Et automatiquement, lorsque je me rends à ma page web, on voit que Microinfo est rendu en bleu souligné et que mon pointeur s'est transformé en main et qu'il m'amène directement à la page de Microinfo. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Microinfo est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Vous pouvez toujours consulter notre page web pour obtenir plus d'informations sur notre émission. De plus, comme on a parlé de WebExpert aujourd'hui, vous pouvez consulter la nouvelle section Archives dans laquelle nous avons utilisé le logiciel WebExpert pour réaliser cette section. Merci, à la semaine prochaine.